Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Massimiliano Piccioni, BPI France. Pourquoi BPI France s'occupe de ça? Parce que, comme vous le savez, nous sommes une banque publique d'investissement, mais nous sommes aussi opérateurs d'État pour les plans d'investissement France 2030. Dans les cadres de ces plans, nous avons financé pas mal de projets de Small Modular Reactor et Advanced Modular Reactor, donc des nouveaux concepts des réacteurs nucléaires innovants. Je suis responsable sectoriel nucléaire, bas carbone et métaux critiques à la direction de l'innovation, donc directement en charge de cet appel à projet et plus en général à la direction de l'expertise de BPI France, référent pour les sujets nucléaires. Donc merci beaucoup au Congrès des acteurs et à ON pour l'invitation. Je vais devoir partir à 12h45, hein, donc je suis désolé en avance, mais j'ai un avion à prendre si vous voyez que je vais m'évaporer. Personnellement, j'ai une formation d'ingénieur nucléaire et j'ai fait une thèse en physique statistique, donc je vois un peu ce dont vous avez besoin comme outil de modélisation. Donc je ne vais pas trop perdre de questions dans ce domaine-là. Pour aller donc sur le sujet dont on veut parler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est petit réacteur modulaire, petit réacteur nucléaire modulaire. Là, cette présentation, c'est une présentation que j'ai faite en interne BPI France pour montrer un peu les gros sujets qui concernent ces petits réacteurs. Vous connaissez bien l'histoire du nucléaire, donc vous connaissez bien jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, on parlait essentiellement de grandes centrales nucléaires, de grandes puissances, les EPR, les EPR2, plus de 1000 MW de puissance. Là, le monde nucléaire a un peu changé dans son approche. On va vers des petits réacteurs modulaires, donc qui peuvent être fabriqués en série, déployés dans des zones isolées ou dédiés à des usines, des industries spécifiques, avec toute une série de particularités. L'idée, comme vous le comprenez bien, est de répondre aux besoins d'énergie décarbonée, notamment pour l'industrie, mais aussi, vous le verrez par exemple, pour ce qui est la chaleur urbaine. Donc, à partir de 2021-2022, il y a eu un peu une mouvance de redécouverte de toute une série de technologies qui dataient des années 60-70, à la fois pour des petits réacteurs à eau pressurisée, donc qu'on appelle les SMR, ce sont les réacteurs comme ceux qui existent déjà, mais un peu petits, ou alors avec des réacteurs qu'on appelle Advanced Modular Reactor, des technologies un peu plus compliquées, c'est des technologies qu'on appelait génération 4, pour ceux qui se rappellent, c'est des choses similaires à Super Phoenix, si vous en avez entendu parler. Donc, on ne parle pas de fusion nucléaire, hein, on parle de fission. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui a un horizon temporel relativement proche, 2035-2040. Il y a toute une série d'avantages. Pourquoi on imagine des petits réacteurs? Parce que souplesse de pilotage, des usages différents. Je vous ai parlé d'alimentation électrogène d'usine, mais aussi la capacité de produire de la chaleur industrielle, par exemple, ou de la chaleur urbaine, les coupler par exemple à des installations de désalinisation d'eau de mer ou de production d'hydrogène, et aussi l'effet qu'il soit modulaire, l'idée est qu'il coûte un peu moins cher par rapport aux réacteurs qu'on a aujourd'hui. C'est une dynamique mondiale, c'est une dynamique qui voit les gros acteurs, les gros pays nucléarisés, tous mobilisés là-dessus, donc le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et aussi la France, bien entendu, mais aussi la Russie et la Chine, hein, qui sont assez présents sur ces marchés. L'idée pour tous les grands acteurs du nucléaire est d'avoir un premier modèle qui soit fait domestique, first of a kind, dans les pays d'origine, mais ensuite c'est un marché à l'export. Et là, je pense que c'est un point aussi qui peut vous intéresser, comment assurer à l'export un produit aussi complexe qu'un réacteur nucléaire. Comme je vous ai dit, c'est un nouveau paradigme. Donc, c'est vraiment un nouveau schéma qui a été mis en place, qui a des verrous importants en termes de licensing. Donc, qui va autoriser des réacteurs qui puissent ensuite être exportés notre pays, quelle rentabilité d'une chaîne d'approvisionnement qui doit, comme je vous l'ai dit, produire des réacteurs qui doivent être modulaires, faits en série, un besoin de financement important. Si on parle de technologie de génération 4, il faut 2 milliards hein, pour une tête de série en gros. Donc il faut 1 milliard pour la tête de série et 1 milliard pour l'usine de combustible, si on parle sur certains types de techno. L'export, je vous en ai parlé, l'acceptabilité sociétale, bien entendu. Là, on a quelque chose de nouveau, donc il faut quand même que ce soit accepté et apprécié. Pour la filière nucléaire française, ce que nous, on voit, c'est qu'il va quand même falloir faire une métamorphose importante. En France, il y a énormément de compétences
et des connaissances sur le nucléaire, mais on parle de technologies nouvelles, donc à la fois les vendors, donc ceux qui conçoivent les nouveaux réacteurs, mais aussi les équipementiers vont devoir s'adapter et vont devoir être capables de répondre à ces nouveaux défis. Encore une fois, je le répète, sur des marchés qui vont être essentiellement à l'étranger. Ça, c'est pour vous donner un aperçu un peu général, pour que ça reste vraiment de manière très emblématique et imagée. Vous voyez la taille aussi qui change. On peut avoir des small modular reactors ou des micro-réacteurs, donc on peut vraiment descendre en puissance. Comme vous le voyez ici, tout en haut sur votre droite, ça c'est un ancien brise-glace russe dans lequel, à la place d'avoir les réacteurs nucléaires qui alimentent le moteur du bateau, ils ont pris les réacteurs et l'ont branché à une mine qui est en Sibérie. Et donc, le réacteur, en fait, est un réacteur flottant qui alimente des zones enclavées dans la Sibérie. Tout en bas, vous avez un modèle de réacteur de Westinghouse qui est vraiment tout petit. Hein, c'est une camionnette, en fait. Donc, on parle de choses qui peuvent être extrêmement différentes en termes de taille. On parle de choses, je vous en ai dit un mot, qui peuvent varier beaucoup en termes de technologie. SMRAO, donc on parle de génération 3+, comme je vous ai dit déjà, c'est des choses c'est comme les réacteurs qui sont déjà en fonction. On envisage des TT séries autour de 2030. Les différents constructeurs envisagent quelque chose pour l'horizon 2030. Ensuite, vous avez les advanced modular reactors, des technologies plus complexes avec des spécificités qu'on va regarder par la suite. Ce qui est important de retenir est que là, on est sur des choses qui sont encore en train d'être développées. Donc, il y a beaucoup de R&D qui se fait. Et c'est par ailleurs la raison pour laquelle nous les finançons. Donc, on développe de nouveaux modèles. Bien entendu, du point de vue du licensing et bien entendu, du point de vue du risque, il y a tout à faire. Donc, il y a pas mal de choses à développer. Ça, pour continuer un peu l'aperçu, ce sont les applications. Donc, les applications potentielles et les marchés que vous avez. Donc, l'usage électrogène, bien entendu. Une alimentation dédiée au site industriel. La production de chaleur industrielle. Désalination d'eau de mer. Électrolyseur à haute température pour la production d'hydrogène. Comme vous le voyez là, il y a une barre en fait où il y a la différentes températures possibles à laquelle peut travailler les réacteurs et les applications. Les barres jaunes en haut indiquent les différentes technologies. Donc, vous avez différentes technologies qui vous permettent d'aller à différentes températures et donc qui vous permettent d'avoir des applications différentes. Donc, encore une fois, cette multiplicité de technos qui sont en train d'être développés pour une multiplicité d'applications. Et donc, ce n'est pas simple de standardiser tout ça, de faire du licensing et aussi de calculer les risques. Donc, je commence à aller un peu dans votre direction. La concurrence internationale est très très forte, comme je vous l'ai dit. Les États-Unis, le Royaume-Uni, en France, bien entendu, Neword, qui est l'SMR développé par EDF, mais d'autres acteurs, on les verra à la fin, qu'on a financé dans le cadre France 2030. Canada, Chine, Royaume-Uni, Japon. Donc, les acteurs majeurs sont tous là. Là aussi, je passe rapidement, je ne vais pas vous assommer. Cette diapo-là vous indique, vous avez à gauche les différentes technologies. Je ne les ai pas citées, je vous les cite rapidement maintenant. Les neutrons rapides sodium, neutrons rapides au plomb, donc des choses comme Superphénix, des choses un peu plus complexes, vous avez du plomb qui tourne dans un réacteur. Des réacteurs à sel fondu, c'est quelque chose encore plus complexe qui a été réalisé une seule fois aux États-Unis dans les années 60, donc quelque chose qui est en train d'être développé où les fonctionnements, les designs, les concepts du réacteur est totalement différent. Ou les réacteurs à haute température, c'est des technologies qui datent des années 70 et qui sont en train d'être redécouverts. Là-dedans, il y a, quand je vous parle de technologies différentes, il y a les designs du réacteur, donc la manière dont le réacteur est conçu, mais il y a aussi la manière dont le combustible est fait. Et on le verra à la fin, je vous montrerai un peu les différents lauréats. Chaque type de combustible signifie aussi un risque radiologique différent. Donc, il y a des éléments à prendre en compte là-dedans. Du point de vue du financement, comme je vous l'ai dit, c'est une vraie nouveauté. Les points à retenir est que là, on a abandonné un modèle de nucléaire étatique pour venir sur un modèle où des privés investissent dans des startups qui portent de nouveaux modèles de nucléaire. Donc là aussi, pour vous, j'imagine, la partie assurance d'investisseurs privés, donc qui n'ont pas l'État derrière eux, mais qui développent des concepts de réacteurs et qui ensuite ont des modèles économiques différents, on le verra,
Certains veulent vendre les concepts de réacteurs, certains veulent vendre les réacteurs et l'opérer, donc veulent vendre de l'électricité à la fin. Donc, la capacité à s'assurer sur le risque radiologique quand on est une start-up, quand on a essentiellement du capital privé, et on va soit dans son propre pays, soit dans un pays étranger, vendre de l'électricité en disant on a un nouveau modèle de réacteur qui vient d'être conçu et on va l'opérer, on va le faire fonctionner, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et bien entendu, voilà, c'est quand même risqué parce qu'il y a quand même du développement à faire. Hein. Donc on est quand même sur de la R&D. Pardon. Les modèles économiques, je viens de vous le mentionner. Donc, vous avez certains qui veulent faire du vendors. Ils vendent les concepts et après cherchent des partenaires locaux dans les pays où ils souhaitent s'installer. D'autres ont un modèle buy, own, operate, ça s'appelle. Donc, c'est un modèle très poussé par les Russes, notamment, déjà dans certains pays, par exemple en Égypte, c'est un peu l'approche qu'ils ont, où l'acteur est capable de financer, de construire et d'opérer les réacteurs pour ensuite se faire se rémunérer via la vente de l'électricité ou de la chaleur, de l'énergie en fait qui est produite. Et puis il peut y avoir des modèles intermédiaires, buy own operate transfer, c'est quelque chose qui a été fait notamment par les Coréens aux Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire on arrive, on construit les réacteurs, on les fait fonctionner, mais on assure ensuite un transfert de compétences à l'opérateur local. La filière industrielle, je vais passer rapidement là-dessus, mais bien entendu, si vous avez quelque chose de nouveau, il va falloir que l'ensemble des équipementiers se mettent en phase, l'ensemble des équipementiers sachent répondre aux besoins technologiques de ce nouveau type de réacteur. Et il va y avoir bien entendu besoin d'avoir un personnel formé, qualifié. C'est un vrai sujet dans le domaine du nucléaire. Mais là aussi, avoir des personnes qui soient capables de travailler sur ces réacteurs. Comment on assure les personnels qui vont travailler sur des machines aussi complexes et aussi nouvelles? C'est pas quelque chose de... c'est pas gagné. Le licensing, et là on arrive un peu plus sur la partie risque, effectivement. Toute construction et exploitation est liée à l'obtention du licensing, donc d'un permis de l'autorité de sûreté nucléaire. Comme je vous l'ai dit, on vise des marchés à l'étranger, donc chaque autorité de sûreté nucléaire nationale va devoir autoriser les réacteurs qui sont installés dans son propre pays. Cela veut dire que pour des machines nouvelles, pour des concepts nouveaux, il va falloir que les différentes autorités de sûreté se partagent les compétences. Il y a déjà des exemples, notamment New World avec EDF. Ils ont fait un joint review avec les agences de sûreté françaises, tchèques et finlandaises pour avancer un peu dans l'analyse du réacteur de licensing. Mais bien entendu, la décision finale reviendra toujours à l'autorité nationale. Et donc, il y aura toujours une part de risque qui devra être prise en compte par l'autorité nationale. Cela est relativement simple pour les SMR, donc les réacteurs à eau, devient bien plus complexe pour les réacteurs AMR, donc de 4e génération, que je vous ai cité. L'acceptabilité sociétale et la décarbonation, ça je passe rapidement, mais je pense que vous comprenez facilement quels sont les enjeux, notamment en Europe, sachant qu'en plus, on va déployer des réacteurs nucléaires de petite taille à côté des sites industriels où il y a déjà des risques. Donc, imaginez ce que ça veut dire de déployer un petit réacteur près d'un site, par exemple, classé Seveso. Il y a un risque important qui se cumule au risque déjà existant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser. Pour terminer, sur l'aspect vraiment risque. Alors, déjà, le monde du nucléaire est un monde où, effectivement, on fait très attention aux risques, les approches sont toujours très conservatives. Et donc, tous ces nouveaux réacteurs, puisqu'ils sont tous en phase de développement, de conception, d'ingénierie, ils ont tous une approche de sûreté intrinsèque. Donc, tous, ils intègrent des aspects d'ingénierie qui leur permettent d'être intrinsèquement sûrs. Au moins, c'est ce qu'ils réclament. Après, ce sera les autorités de sûreté nucléaire qui vont devoir valider ça. Mais l'idée derrière est qu'en plus d'être plus facilement déployable et de coûter moins cher, vous avez des cœurs qui sont plus petits. Donc, moins de quantité de matière nucléaire.
les combustibles qui sont utilisés sont au moins déclarés tolérants aux accidents. Et vous avez des fonctionnements à des pressions plus basses avec des systèmes de sécurité passive. Donc l'idée est qu'on est en train de concevoir toutes ces nouvelles machines, mais on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'elles soient les moins dangereuses possibles, pour que les risques d'un accident soient vraiment les plus faibles possibles. Ces caractéristiques, en fait, l'idée est de limiter au maximum l'intervention humaine. Certains se réclament capables de faire des réacteurs qui puissent être téléopérés, donc opérés à distance. Également, le fait d'avoir des réacteurs de petite puissance, selon certains de ces startups qui développent les concepts, devrait permettre d'avoir des zones d'exclusion petites, voire nulles. Donc, on dit, notre réacteur, il est tellement peu faible que s'il y a un problème, il n'y a pas besoin d'évacuer toute la zone qui est autour. Bien entendu, il y a aussi un sujet sécurité et non-prolifération. Ça, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. Il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, je n'ai pas mis par écrit. Si vous avez plein de petits réacteurs distribués, il va falloir amener du combustible partout. Et donc, il y a aussi un aspect logistique et protection du transport du combustible et gestion du risque associé qui est non négligeable. Pour conclure, je vous donne un panorama un peu des acteurs qui sont aujourd'hui en France, qui ont été lauréats de France 2030, donc ceux que nous avons financés. Tout en bas en jaune, New World, donc c'est les projets portés par EDF. C'est un projet donc, de réacteur eau pressurisé, donc une technologie, comme je vous l'ai déjà dit, comme celle qui existe déjà, qui a un combustible standard. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le modèle un peu le plus avancé. Ensuite, il y a cette liste de 9 acteurs sur la fission. Pardon. 3, Naria, Torizon et Stellaria sont à la technologie à sel fondu. Vous avez un chaudron dans lequel tournent des sels fondus avec de l'uranium et du plutonium. 2 sont à technologie sodium, donc comme Superphénix. 1 à la technologie plomb, nucléo, toujours de neutrons rapides. Et 2 autres sont des modèles à HTR, haute température. Ça veut dire que vous avez au moins 3 ou 4 types de combustibles différents. Ça veut dire que vous avez plusieurs modèles d'ingénierie différentes. Donc, on n'est plus du tout dans les cadres d'un réacteur eau pressurisé dans lequel l'accident de référence est les local loss of current accident. Donc, vous avez un tuyau qui se casse et donc vous pouvez calculer les risques sur la base de ce qui arrive. On est sur quelque chose qui doit être étudié. Tous ces réacteurs sont en train d'étudier. Les principaux entités, donc l'OCDE, l'IAEA, font des études sur ça. Je ne suis pas en mesure de vous dire lesquels de ces modèles est les plus risqués, parce que les études sont en cours et parce que chacun de ces modèles présente des caractéristiques propres. Bien entendu, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Donc, calculer les risques associés à chaque modèle, calculer les risques associés à chaque type de réacteur est quelque chose qui devra être fait par la suite. Je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis allé assez vite, quoique, 25 minutes. N'hésitez pas. Ouais. Oui, oui, oui. Non, il n'y a plus le besoin. Il n'y a plus besoin. Ils sont conçus de manière qu'il n'y a pas besoin des grandes tours de refroidissement que vous voyez à côté des centrales. Justement, au tout départ, je vous ai montré les petits. Non, pas de problème. Je vous avais montré, certains sont vraiment la taille d'une camionnette. Donc, c'est vraiment des tout petits réacteurs. Et pour répondre un peu à la question, je me permets donc amplitude de fréquence. Comme vous l'avez compris, l'amplitude en cas d'accident est censée être moins importante. Par contre, encore une fois, on parle de petits réacteurs qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez plus de réacteurs et donc potentiellement plus de fréquences de point de vue probabiliste d'un accident. Oui. Ouais. Alors, pour certaines de ces technologies, on parle de quatrième génération, donc neutrons rapides, donc de combustible, des réacteurs qui sont capables de brûler les combustibles presque à l'infini, disons. Donc, à la fin,
euh, vous faites une recharge de combustible, vous l'utilisez pendant très très longtemps. On n'est pas du tout dans un cadre comme celui des réacteurs qui existent aujourd'hui, où vous avez une recharge de combustible, vous le sortez, vous faites du MOX, vous le remettez, et après il faut le sortir, il faut le stocker. Donc, euh, l'idée des Advanced Modular Reactors est de fermer les cycles de combustible et donc de minimiser les déchets, voire, pour certains, de réutiliser les déchets qui aujourd'hui sont stockés sur les sites EDF et les utiliser comme nouveau combustible. Et ça veut dire aller sortir du plutonium, par exemple, qui est stocké par-ci, par-là, et les mettre dans de nouveaux réacteurs pour le brûler, pour l'utiliser comme nouvelle source d'énergie. Donc, si vous voulez, l'idée de sortir les déchets est moins problématique pour ces réacteurs-là que l'acheminement de combustible frais. Oui. Bah, justement, l'effet qu'il n'y a pas de tour de refroidissement, le fait qu'il n'y a pas besoin de se mettre à côté d'un cours d'eau, par exemple, permet de s'affranchir de tous ces problèmes-là, notamment de la sécheresse. C'est l'idée. En termes de canicule, encore une fois, on parle de petits réacteurs, donc de petites puissances qui peuvent être éteints de manière pilotée de manière plus agile. Donc, idéalement, éviter de devoir les tenir allumés pendant des grosses canicules. Bien entendu, tout dépend du choix des matériaux, tout dépend du concept, de comment le réacteur est conçu au départ. Je ne sais pas si je vous avais répondu. Oui, tout à fait. Oui. 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 Oui, oui, oui. Juste pour info, l'ASN a mis en place depuis même pas un an une cellule qui traite des réacteurs nucléaires à lancer. Donc, tout est en cours. Moi, c'est ce dont je vous ai parlé. On est vraiment sur des projets de recherche pour l'instant, qui reprennent des concepts qui ont existé quelque part aux États-Unis, en Union soviétique, il y a 50 ans, mais tout est en train d'être développé. Et donc, une fois que les concepts seront stabilisés, on aura la capacité de faire du licensing et de faire des analyses des risques. Mais il y aura quand même beaucoup de rétractions pour laquelle, sur la base du licensing, les concepts devront être modifiés. Donc voilà, on est encore dans une phase très en amont. Ouais, exactement. Ouais. 2030, c'est plutôt les phases donc, New World, du coup, avec une technologie eau pressurisée qu'on connaît déjà. Les autres réacteurs, d'autres concepts, ils se déclarent plutôt 2035. Peut-être qu'ils auront un peu plus loin. Euh, alors, Jimmy, ils sont sur une technologie haute température qui reprend là aussi des choses qui ont déjà existé. Un réacteur très similaire tourne déjà en Chine depuis 2021. Donc, eux aussi peuvent bénéficier du fait qu'ils sont une technologie mature, disons, et déjà prouvée. Mais ça met. L'ASN, peut-être, c'est les concepts les plus faciles à traiter après l'eau pressurisée. Parce qu'on retourne des choses qui ont déjà existé, historiques, gaz graphite et tout ça. Donc, j'avais... Oui. C'est un sujet, c'est-à-dire que historiquement, et c'est ce qui s'est passé en France, ou dans le monde, hein, où finalement tout le monde a convergé sur de l'eau pressurisée ou de l'eau bouillante. Là, les préconisations qui sont faites est que non, il y aura plusieurs technos qui vont coexister. Après, combien, on ne sait pas. Gardez aussi en tête que on parle de financement privé, donc ces startups, à la fin de la course, il n'y aura pas que l'aspect technologique, il y aura aussi la capacité de trouver un marché, il y aura aussi la capacité des porteurs, des startups, des entrepreneurs euh, de répondre, de savoir faire vivre leur entreprise, hein. Donc voilà. Mais l'idée est qu'il y aura plusieurs technologies parce que certaines, comme Jimmy, haute température, répondent à la production de chaleur industrielle,
D'autres sont plutôt pour un usage électrogène. Narea, par exemple, propose des petits réacteurs, des micro-réacteurs qui peuvent alimenter une barge, un cargo ou même aller dans l'espace. Bon, c'est un peu vendu, ça en va un peu de, je ne veux pas dire de rêve, mais voilà, c'est très visionnaire, mais la différentes technologies répondent à différents besoins. Une question par là? Parfait. N'hésitez pas. Sinon, c'est de la parole. Donc pour la deuxième partie, nous allons vous présenter maintenant le risque nucléaire, mais sous son aspect de modélisation et ce qu'a développé E.ON alors depuis maintenant 2014, mais avec son nouveau modèle qui est sorti en 2020, et les enjeux aujourd'hui pour le SMR. Donc tout d'abord, comme je le disais, le premier modèle développé en assurance de personnes par E.ON date de 2014. Il était basé sur des outils COSIMA qui étaient utilisés par l'Union européenne. On justifie ces modélisations également par les rapports du Sénat, qui sont une source importante de risques majeurs pour la société et qui permettent de mieux appréhender le risque et ses enjeux lors de la modélisation. Et puis quelques rappels, alors Massimiliano l'a fait très bien, mais quelques rappels sur le parc nucléaire français, qui est un risque aujourd'hui sociétal et d'envergure. Alors, la définition du risque nucléaire, elle est très simple, hein, d'un point de vue de l'assurance de personnes. En cas d'accident majeur, on va avoir donc un rejet important de particules radioactives et deux types de risques d'exposition. Ce qu'on appelle le risque d'exposition externe, hein, c'est tout simplement le fait d'être présent dans un environnement où il y a des particules radioactives, et puis un risque de contamination interne, où on ingère, où on respire ces particules et viennent créer d'autres problèmes qu'on verra par la suite, des décès et des cancers. Alors ici, on a fait une simple carte avec une étude de la population, donc de l'exposition potentielle de la population aux différentes centrales présentes en France. On voit qu'il y a quelques disparités, et notamment l'âge de ces centrales, puisqu'il a été décidé aujourd'hui que l'allongement de la durée de vie au-delà de 40 ans, on avait permis 50 ans, on verra par la suite, peut présenter en tout cas une augmentation, même si certains disent pas significative, du risque. Alors vous avez ici les principaux accidents majeurs qu'il y a eu dans l'histoire. Ce qui est important, c'est de reconnaître ici l'échelle INES à 7 degrés, dont les deux seuls aujourd'hui accidents sont connus, sont Fukushima et Tchernobyl, et qui correspondent généralement à des accidents donc majeurs avec une forte population exposée. Et on pourrait dire qu'entre 1 degré 1 et jusqu'à 3 ou 4, on est sur des incidents plutôt localisés à l'exploitation de la centrale. Alors, au niveau du scénario retenu, notre modèle, développé en 2020 chez E.ON, est un modèle qui repose sur la centrale de Bugey. Pourquoi la centrale de Bugey? Parce que c'est l'une des plus vieilles centrales, avec 4 gros réacteurs de 900 MW, et bien sûr implantée très proche de certaines agglomérations. On a l'agglomération lyonnaise, on a la Suisse pas très loin avec Genève, on a Grenoble, on a Saint-Étienne. Elle est située donc dans le département de l'Ain, on voit tous que c'est à peu près à l'est de la France, et comme je disais, il y a à peu près 6 millions de personnes dans un rayon de 100 km. L'idée de la centrale de Bugey aussi, c'est parce qu'il y avait un rapport établi de l'ASN sur l'ensemble des incidents ou accidents qui surviennent dans cette centrale. Alors, elle est quand même très bien sécurisée, on ne fait pas du catastrophisme, mais on voit que plus les centrales vieillissent, plus on a des micro-incidents. Nos hypothèses, en termes de modélisation, c'est tout simplement la fusion d'un réacteur. Donc là, ici, on a une animation 3D de la fusion d'un des réacteurs de Tchernobyl. C'est l'exemple, on va dire, le scénario typique pour prendre en compte un rejet de particules radioactives. Dans le cadre de notre modèle, nous avons retenu deux types de particules radioactives, le césium-137 et l'iode-131. Pourquoi? Parce que ce sont les deux particules les plus intéressantes en termes de demi-vie, c'est-à-dire de durée d'existence dans la nature une fois rejetées, et également sur les impacts potentiels sur l'être humain.
Dans notre scénario également, ce que nous avons retenu, c'est une dispersion de ce panache radioactif pendant à peu près 14 jours, donc l'équivalent de 2 semaines, avec une quantité, donc là on parle en becquerel, hein, qui est une unité pour mesurer la radioactivité, donc de 85 pétabecquerels en continu pendant quasiment 14 jours. Alors maintenant, notre modèle, bon, c'est un modèle catastrophe, hein, on aime bien mettre cette petite illustration pour expliquer la manière dont ça fonctionne. Un module aléa qu'on va expliquer tout à l'heure justement sur la dispersion radioactive. Un module vulnérabilité qui va permettre de quantifier en fonction de l'exposition, donc de la dosimétrie, quel est l'impact sur la population. Et ensuite, généralement, fournir un output, donc l'évaluation, la quantification de la sinistralité en termes de décès, et ici de cancer. Alors, ce modèle a été développé avec le CEREA, qui est un laboratoire de recherche spécialisé dans la modélisation atmosphérique et dont la modélisation de dispersion de particules radioactives. C'est un laboratoire conjoint avec EDF R&D et l'école des ponts et chaussées. Donc, notre module aléa, qui a été développé par le CEREA, utilise donc un modèle météorologique, ça c'est très important, c'est-à-dire que la manière dont vont se diffuser les particules, on ne va pas s'amuser à les faire diffuser au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, il faut quand même une réalité de l'environnement, et pour ça on utilise un modèle météorologique. Ensuite, à travers ce modèle météorologique, il faut utiliser un modèle de dispersion atmosphérique des particules, c'est-à-dire comment est-ce que la particule est transportée par les paramètres météorologiques, et ensuite appliquer une simulation quotidienne, donc sur 5 années, donc on a à peu près 1800 simulations, on en fait une par jour sur une durée de 14 jours, et on va quantifier la concentration qu'on voit ici, la concentration des dépôts, sec, concentration dans les airs et les dépôts, donc qu'on appelle sec ou humide. Pourquoi? Parce que faire transporter, disons, ces particules dans l'air, c'est une chose, la retombée, par exemple, par lessivage et les pluies en est une autre lorsque le sol est contaminé. Alors très rapidement, on ne va pas rentrer non plus dans les détails trop techniques, mais notre modèle météorologique qui est le WRF, comme j'ai dit, c'est 5 années de données météorologiques. L'idée est vraiment de prendre en compte l'ensemble des paramètres de vent, de pluie, d'humidité ou autre pour calculer ce qu'on appelle un peu la chimie de transport des particules. Donc, il couvre l'Europe de l'Ouest, on ne se limite pas non plus aux limitations de la France, et on a plusieurs modèles d'échelle justement pour modéliser à partir de 2 km jusqu'à une échelle continentale. Une fois qu'on a ces données météorologiques, c'est le modèle de dispersion atmosphérique, la Polyphemus, donc c'est celui qui est fourni par le CEREA et qui est utilisé aussi par l'IRSN à travers la plateforme Cubix. Donc on voit les différents noms pour information et biblio de ces outils qui sont utilisés. L'intérêt est vraiment, comme je disais, en fonction du vent, de la pluie, de l'humidité, de comprendre comment est-ce que les particules de césium et de iode vont se disperser dans l'atmosphère et où est-ce qu'elles vont retomber, en fonction bien sûr de la saisonnalité, de la météo ou autre. Et tout l'enjeu de cette modélisation, c'est au départ de faire un panache, ce qu'on appelle en fait les bouffées gaussiennes, un peu comme une cheminée, hein, les vapeurs d'une cheminée, jusqu'à une échelle continentale où là on va devoir justement utiliser un autre modèle qui est un modèle eulérien. Alors au niveau du module vulnérabilité, c'est ce qui nous intéresse le plus en assurance de personnes, c'est de savoir comment est-ce que d'une exposition radioactive, donc on va quantifier, on arrive à simuler l'impact sur les personnes, l'impact sanitaire en termes de décès et de cancer. Alors, tout d'abord, on prend l'exposition radioactive. Donc, dans notre cas, à travers plusieurs simulations, on va prendre à travers une moyenne le maximum qui a été dans une zone précise. Pourquoi le maximum? Puisqu'on peut avoir une première concentration au dépôt la première journée et qui vient ensuite s'accumuler au fur et à mesure. Ce qui nous intéresse, c'est un peu de savoir quel est le maximum d'exposition qu'il y aura pratiquement sur un an dans une zone, et ensuite de calculer ce qu'on appelle une sorte de dose équivalente, de convertir l'ensemble des becquerels en microns SV, qui permettent, c'est ce qu'on appelle la dose efficace, qui permet de traduire une concentration, on pourrait dire radioactive, radiologique, sur l'impact biologique. Et donc, à travers ça, on va utiliser plusieurs tables différentes, bien sûr, un petit peu des lois de dosimétrie ou de radioprotection de l'IRSN, pour ensuite avoir, excusez-moi, j'ai pas de retour ici, pour avoir la pondération, ce qu'on appelle par tissu, c'est-à-dire connaître, à travers une exposition,
quels seraient les organes touchés et quelles doses, eux, efficaces vont avoir. Et ça, c'est à travers la commission, la CIPR, donc qui est la Commission internationale de protection et de radiologie, donc, et avec le numéro de la table, ici, qui est la table 103, qui est la dernière publication. Et ensuite, on est capable, par la suite, de définir donc, des effets déterministes qu'on appelle court terme, qui vont être sur les décès court terme à cause d'une quantité importante d'exposition aux particules radioactives, et également les effets ce qu'on appelle stochastiques, c'est-à-dire probabilistes sur la durée, des typologies qui sont des lois d'incidence par typologie de cancer pour chacune des personnes. Alors en termes de résultats, et c'est ce qui nous intéresse, donc ici on n'a pas affiché tous les résultats de notre modélisation, on a quand même une propriété intellectuelle et une confidentialité là-dessus. Cependant, on va pouvoir illustrer dans un type de scénario quel peut être l'impact d'un rejet radioactif, par exemple pour la centrale de Bugey, avec des hypothèses bien précises. Donc, comme je disais, on travaille sur l'émission de particules radioactives de type césium-137 et iode. Ici, on s'est focalisé sur le césium-137 avec une demi-vie de 30 ans. On est sur la centrale de Bugey. On rejette donc 85 pétabecquerels en 14 jours et on va étudier les zones principalement touchées dans notre scénario. On a fait exprès de prendre un scénario avec un fort lessivage, c'est-à-dire des précipitations dans la région Rhône-Alpes qui viennent faire un dépôt quasiment immédiat dans la zone. Et donc, on a ici l'ensemble des outputs qui ont été mis simplement sous format Excel, où vous avez, donc, comme je disais, le maximum de doses par ici département, en micro-SV par heure, et donc on va au fur et à mesure donc, transformer cette exposition en une exposition, comme vous voyez ici en rouge, qui est le maximum de la dose absorbée par un corps humain jusqu'à être transformée donc, par la table de radioprotection. Et à travers cette étude, on a justement une surfréquence, donc liée à l'exposition par typologie de cancer. Et ce qui est important ici, c'est qu'on voit dans ce cas précis, dans ce scénario précis, vous avez donc dans les 15 à 20 prochaines années 30 963 cancers, d'après justement ce modèle probabiliste, par typologie qu'on peut déterminer. Donc ça reste bien sûr des estimations, mais ça permet déjà d'avoir une ventilation, une classification par type de cancer. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce qu'on appelle le taux de survie à 5 ans ou 10 ans par type de cancer n'est pas le même. Et ça, c'est important à quantifier en termes d'assurance de personnes. Typiquement, un cancer des gonades, une ablation peut suffire, contrairement, par exemple, à un cancer des poumons ou à un cancer de la peau. Donc, c'est à travers, justement, cette table, comme je disais tout à l'heure, de la CIPR, qu'on peut déterminer par typologie la surfréquence. Alors l'enjeu aujourd'hui pour les SMR, comme on le disait, ce sont des nouveaux types de réacteurs. Elle est multiple, c'est-à-dire qu'en termes de sécurité et de conception, ce sont des installations qui sont, on pourrait dire vulgairement, plus sécurisées, moins impactantes que les installations des réacteurs à eau pressurisés qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, le nombre, on nous indique environ à terme 900 installations en Union européenne avec différentes technologies et des implantations, par exemple sur des sites industriels, viennent remettre un petit peu en cause l'approche qu'on a aujourd'hui du risque nucléaire, qui est plutôt un risque, disons, plutôt de sévérité que de fréquence et dont les probabilités sont faibles. Et notamment, Massimiliano l'a dit précédemment, les problématiques de transport et stockage du combustible, puisque suivant les technologies que l'on a, tous les 2 ans, il faut donc enlever le combustible usé et rajouter du combustible. Et là vient le problème de transport et de stockage. Le deuxième, c'est la modélisation, puisque avec cette taille réduite qui est à peu près de 20 mètres sur 5 mètres d'un SMR, c'est de dire on ne va plus faire une modélisation du rejet radioactif sur une échelle continentale, mais ça va être plus sur une échelle locale. Et le deuxième point, c'est l'assurabilité. L'assurabilité, puisqu'aujourd'hui, le risque d'irradiation est exclu de la plupart des polices d'assurance, mais vient le problème d'une installation SMR près d'un gros site industriel et le fait de, par exemple, décider de ne pas couvrir ce risque-là pour un collectif, une personne assurée à travers un contrat collectif, alors même qu'ils sont potentiellement exposés à ce risque, qui n'est plus un risque de société isolée, mais un risque présent près de leur lieu de travail.
Alors, en termes de modélisation 3D, et comme on l'a indiqué tout à l'heure, tout est en développement. On travaille actuellement avec EDF sur la conception d'un modèle CFD, donc de mécanique des fluides, pour une modélisation sur un champ proche. C'est-à-dire la capacité aujourd'hui, lorsqu'on met par exemple un SMR à Cordemais, comme il est décidé, enfin il a été évoqué par le président Macron, ou bien près du Creusot vers les grandes fonderies pour alimenter en énergie ces industries énergivores, ça va être tout l'enjeu de dire en cas d'accident, et là par exemple on est sur le projet Nuwart d'EDF, qui est simplement un réacteur à eau pressurisée miniaturisé de 20 mètres sur 5 mètres, quel serait l'impact en termes de rejet radioactif sur un champ proche. Ensuite vient la problématique, comme on le disait, de l'assurabilité. On le voit de plus en plus, c'est une question, peut-être pas dans le milieu de l'assurance, mais dans les rapports de l'ASN aujourd'hui, sur le potentiel risque identifié ou non en fonction des technologies et l'impact que pourrait avoir sur aujourd'hui un site industriel ou la mise en place d'un SMR près d'une zone, une agglomération plutôt isolée pour les fournir en énergie, quel serait l'impact pour la population. Et bien sûr, pour faire un lien avec le marché de la réassurance, on voit de plus en plus, et notamment par l'intermédiation d'EON, des traités aujourd'hui de réassurance non proportionnelle qui n'excluent plus le risque nucléaire. Si vous avez des questions. Oui. Sur la durée, oui, mais il faut prendre en compte quelle est la dose qu'une personne a reçue. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau, il y a un peu un seuil déterminé, c'est-à-dire il y a un seuil élevé à partir duquel on a des effets immédiats, dans l'heure, dans la semaine, même dans l'année, en termes de décès, en termes de brûlure ou autre. Donc ça, c'est facilement identifiable et on peut le rattacher. L'autre difficulté, en effet, c'est sur la durée, c'est-à-dire lorsqu'on parle des surfréquences par typologie de cancer sur 10 ans, sur 15 ans, c'est en effet de rattacher à l'événement. Et c'est là où l'approche événementielle est très difficile. Mais ce qui est important ici dans notre modélisation, c'est le fait de pouvoir quantifier, suivant des hypothèses, quelle serait la dérive sur le long terme, ne serait-ce pour l'assureur. C'est-à-dire en cas, par exemple, d'accident ou autre, quelle pourrait être la dérive en termes de décès et en termes, par exemple, d'incapacité, invalidité ou même de frais de soins sur la durée, le nombre de personnes qui pourraient être touchées et de quelle manière. C'est un peu comme quand on fait les exercices du climate change aujourd'hui. C'est plutôt pour voir quel impact ça a, quel stress ça a produit sur nos tables de mortalité ou autre, plus que rattacher un événement à une approche événementielle. Même si, encore une fois, si la contamination, par exemple dans le cas d'un SMR, était importante sur une zone très localisée, par exemple sur moins d'1 kilomètre, on pourrait facilement rattacher si les symptômes survenaient, par exemple, dans les 12 premiers mois. Pardon. Oui. Oui. Alors, il y a des points similaires, c'est-à-dire les points similaires, une fois qu'on a une substance chimique qui est déversée dans l'air, on utilise le même principe. On prend juste en compte la spécificité, on va dire un petit peu physico-chimique des particules pour savoir comment elle va se comporter. C'est la fameuse chimie transport dans les modèles, comment est-ce que cette particule va être véhiculée. Mais oui, l'idée est exactement la même, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'avoir une zone de rejet, de quantifier ce rejet, et ensuite ce sont quasiment les mêmes modèles, on en a parlé pour l'air 3D, qui va modéliser le transport de cette particule. Et d'ailleurs, sur une approche par exemple SMR, avec un champ proche, on est typiquement sur quasiment des modèles similaires à un rejet de pollution d'une cheminée, d'un incinérateur ou d'autres sites industriels. Pas d'autres questions ?
Non, non, alors, pour revenir, ce qu'on disait, c'est que on a aujourd'hui des traités de réassurance classiques sur de l'assurance de personnes qui mentionnent que le risque nucléaire est couvert. Et qu'il n'est pas exclu. Certaines polices d'assurance peuvent l'exclure. Donc, en l'occurrence, là, ce serait l'exclusion, un petit peu les termes originaux de la police d'assurance. Mais on voit aujourd'hui des traités de réassurance qui explicitent que le risque nucléaire serait inclus. Et uniquement sur le risque 4. Hein. oui, uniquement sur les traités de réassurance. catastrophe, oui. En fait, le risque nucléaire peut être couvert. Ce n'est pas la majorité des cas. Non, non, tout à fait. Mais par contre, il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs réassureurs sur la place de Paris qui acceptent le risque nucléaire. Si vous n'avez pas d'autres questions. Ah oui, pardon, allez-y. Oui. Alors, c'est une très bonne question, parce que ça a été dans les exercices climatiques, et je vois Arnaud qui me regarde, bien sûr, il va dire que je suis en retard dans mes modèles, mais puisqu'on contribue justement dans le cadre des stress tests de la CPR à l'impact du changement climatique, notamment avec la pollution de l'air, et ça rejoint une des questions qui a été posée, c'est qu'en effet, aujourd'hui, prendre un historique de 5 ans ou 10 ans, ou ce qu'on veut, en faisant une classification, même comme on essaye de faire, de la saisonnalité pour modéliser cette dispersion, la question, c'est de savoir dans les 10 prochaines années, est-ce que, oui, tous les paramètres seront les mêmes? Peut-être que non. Et c'est exactement la même problématique. Des réponses sur l'historique des incidents par rapport aux différentes centrales, notamment si vous regardez la base qui est totalement transparente et accessible, la base de la SRN sur les incidents nucléaires. Et la centrale de Chinon, il y a à peu près, ça doit être 2 ou 3 étés, la piscine de refroidissement du réacteur était à sec. Ouais. Donc le réacteur ne pouvait plus être refroidi. Ouais. C'est un peu une idée des points critiques qu'il y a dans les modes d'opération de fonctionnement en fait, des réacteurs. Donc, oui, il y a un fort lien et une corrélation entre le facteur, le changement climatique et le risque nucléaire. On l'a proposé à la CPR dans le stress test climatique. Oui. Elle n'a pas souhaité retenir cette modélisation-là. Elle a préféré retenir nos modèles de pollution atmosphérique et de maladies vectorielles, voire de rupture de barrage lors des épisodes Cévenol. Elle n'a pas voulu, je pense, ne pas avoir de problème politique ou quoi que ce soit, retenir cette problématique-là du nucléaire avec le changement climatique. Vous aviez une question? Oui, je reviens sur le sujet d'avant, mais pas en France en assurance de personnes. Non, ouais, non. Enfin, pas à notre connaissance. Non, pas à notre connaissance, non. Il y a rarement eu même d'accidents majeurs, même si on revient sur la grille précédente, je pense qu'on ne dépasse pas l'incident local. Il y a le pool Assuratom qui couvre aussi les salariés des exploitants et les sous-traitants, exactement, donc toutes les personnes qui travaillent. Ça, je pense que oui, ça doit être certainement dans le contrat, puisque il y a déjà eu des problèmes de zones qui n'étaient pas contaminées dans les centrales qui maintenant nécessitent une radioprotection et ainsi de suite. Donc je pense que, en effet, pour le grand public, je ne pense pas qu'il y ait eu d'accident ou d'incident qui ait touché vraiment le grand public. Ou généralement, si dans l'histoire, il y en a eu quelques-uns, on évacue très rapidement la zone et puis on donne des pastilles d'iode. Donc c'est pas. Ce qui compte vraiment, c'est à quel degré d'exposition et sur combien de temps. Puisqu'il suffirait d'évacuer une zone pour ne plus être contaminé, si les rejets étaient vraiment localisés. C'est un peu plus difficile quand c'est une grande ville, par exemple comme Lyon, où l'agglomération fait 1,8 million d'habitants. C'est un peu plus difficile de déplacer 1,8 million de personnes. Et s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention.